Mes parents ont dépensé mon fonds d'études pour la désintox de mon frère. Sa 5e cure. Au fait, je l'ai découvert en recevant ma lettre d'admission et en posant des questions sur cet argent. Maman a pleuré et a dit « Ton frère en avait plus besoin ». J'avais 18 ans. J'avais 47 000 € de côté. Depuis ma naissance. Disparu. Tout simplement disparu. Je n'ai même pas discuté. Je suis juste parti, et je me suis débrouillé. J'ai travaillé pour payer la fac communautaire. J'ai changé d'université. J'ai obtenu mon diplôme, avec 60 000 € de dette. Mais, je l'ai fait. Mon frère a rechuté, un mois après cette cure. Accrochez-vous bien, car celle-ci va faire mal. Je vous préviens, ce n'est pas l'une de ces histoires réconfortantes de réconciliation familiale, où tout le monde se fait un câlin à la fin. Il s'agit de ce qui arrive, quand vos parents choisissent constamment de privilégier la descente aux enfers de votre frère, plutôt que votre avenir. Et qu'ils ont ensuite l'audace absolue, de revenir demander encore plus. J'ai 30 ans maintenant. J'ai une maison, une femme, une carrière, tout le rêve de la banlieue. Mais il y a 12 ans, j'étais un gamin de 18 ans. Je tenais une lettre d'admission pour l'école de mes rêves, sans avoir la moindre idée, que tout mon avenir avait déjà été hypothéqué. Pour financer, le 5e séjour en désintox de mon frère. Oui, la 5e fois. Laissez ça infuser une seconde. Mon frère Dylan a toujours été, en quelque sorte, le projet de la famille. Je ne dis pas ça pour être méchant. Ce sont juste les faits. En grandissant, c'était l'enfant qui avait besoin d'une attention supplémentaire, de chances supplémentaires, de tout en plus. Moi, j'étais celui qui ne demandait pas d'entretien. Le gamin qui faisait ses devoirs, sans qu'on le lui demande. Qui était là où il devait être, et qui ne faisait pas de vagues. L'enfant du milieu classique, qui apprend très vite que voler sous le radar, signifie moins de drame. Dylan avait 3 ans de plus que moi. Quand j'étais à l'école primaire, il se faisait déjà suspendre pour des trucs stupides. Rien de violent, juste vos absurdités standards, d'adolescents rebelles. Sécher les cours, répondre aux professeurs, ce genre de choses. Mes parents traitaient ça comme une phase. Il s'exprime, c'est tout, disait maman. Il va grandir et ça passera. Alerte spoiler, ça ne lui est jamais passé. Je me souviens, quand j'avais 8 ans. J'étais assis dans le bureau du directeur, attendant que maman vienne me chercher, après avoir gagné un prix de lecture. Je suis resté là pendant 2 heures, parce qu'elle avait oublié. Elle était à l'école de Dylan, gérant tout ce qu'il avait encore fait cette semaine-là. Quand elle a fini par arriver, elle pleurait. Elle n'a même pas remarqué le certificat, dans ma main. Elle m'a juste attrapé, et a dit, il faut qu'on y aille. C'est devenu un schéma répétitif. Mes affaires étaient toujours repoussées, pour les urgences de Dylan. Les pièces de théâtre de l'école, les réunions parents-profs, et même mes propres fêtes d'anniversaire. Tout était annulé ou reporté, parce que Dylan avait besoin d'attention. J'ai appris assez vite, que si je voulais célébrer quelque chose, je ferais mieux de ne pas en faire toute une histoire. Parce que l'univers s'arrangerait, tout simplement, pour que Dylan ait une crise, exactement au même moment. En CM1, j'ai été sur le tableau d'honneur, pour la première fois. J'ai ramené le certificat à la maison. J'étais si fier. Papa était au téléphone, avec le conseiller d'orientation de Dylan. Il n'a même pas levé les yeux. Il m'a juste fait un pouce en l'air, et a continué à parler. Ce certificat a fini dans mon tiroir. Il n'a jamais atteint le réfrigérateur, contrairement au trophée de participation de Dylan, qui y finissait toujours. Arrivé au collège, je m'élevais pratiquement tout seul. Je préparais mes propres déjeuners, je faisais ma propre lessive, je falsifiais les signatures des parents sur les mots d'autorisation. Parce que demander à maman ou papa, signifiait attendre qu'ils ne soient pas stressés à propos de Dylan. Ce qui n'arrivait jamais. Les parents de mes amis, ont commencé à m'emmener un peu partout. Car les miens étaient généralement occupés, à gérer des problèmes familiaux. Au moment où je suis entré au collège, Dylan était passé à des conneries bien plus graves. Il s'était fait attraper, avec des substances à l'école. Je reste vague, parce qu'apparemment, on ne peut pas nommer certaines choses. Mais disons juste que ce n'était pas vraiment légal, et définitivement pas prescrit sur ordonnance. Première cure de désintox à 16 ans.
Je m'en souviens clairement, car c'est arrivé juste avant mon 13e anniversaire. Ma fête a été annulée, parce que maman et papa géraient une urgence familiale. Dylan est parti suivre un programme de 30 jours, à quelques heures d'ici. Il est revenu, a semblé aller bien pendant peut-être 2 mois, puis a replongé direct. Deuxième cure à 17 ans. Encore 30 jours. Cette fois, ça tombait en même temps que ma remise de diplôme du collège. Maman et papa ne sont pas venus. Il assistait à la semaine des familles, dans l'établissement de Dylan. Je suis resté assis dans cet auditorium, regardant les parents des autres enfants prendre des photos, et applaudir. Et moi, j'étais juste là. Ma grand-mère est venue, Dieu la bénisse, mais ce n'était pas pareil. Je n'essaie pas de me faire passer pour une figure tragique, ici. Plein d'enfants vivent des choses pires. Mais voici le problème, quand on est le bon enfant, dans une famille avec un enfant à problème. On devient invisible. Pas parce que vos parents ne vous aiment pas. Mais parce que la roue qui grince le plus, obtient la graisse. Et Dylan grinçait assez fort, pour réveiller les morts. J'ai appris à gérer mes propres affaires. Besoin de fournitures pour l'école? Je me débrouillais. Besoin qu'on me dépose quelque part? J'y allais à vélo, où je trouvais le parent d'un ami. Les inscriptions à l'université? Le conseiller d'orientation m'a aidé avec ça. Car maman et papa étaient généralement trop stressés, parce que Dylan avait encore fait cette semaine-là. Le fonds pour mes études a été mis en place, à ma naissance. Mes grands-parents du côté paternel, étaient plutôt aisés. Et quand je suis venu au monde, ils ont ouvert ce compte pour mon éducation. Ils y ont mis une bonne somme au départ, puis ont ajouté de l'argent, à chaque anniversaire et à Noël. Quand j'ai eu 5 ans, il y avait soi-disant environ 20 000 € dessus. Ils ont fait la même chose pour Dylan. Et j'ai toujours supposé que cet argent dormait quelque part, fructifiant, et attendant qu'on l'utilise. Grand-père est décédé quand j'avais 10 ans. Grand-mère, quand j'en avais 15. Lors des funérailles, elle m'a pris à part. Elle était assez malade à ce stade. Elle savait qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps. Et elle m'a dit, cet argent est pour ton éducation. Ne laisse personne te dire le contraire. Tu vas accomplir de grandes choses. Je me souviens avoir hoché la tête. Sans vraiment comprendre ce qu'elle voulait dire par « ne laisse personne te dire le contraire ». Genre, à qui d'autre pourrait bien servir cet argent? Il était littéralement sur un compte, à mon nom. Ou du moins, c'est ce que je croyais. La dernière année de lycée est arrivée. J'avais travaillé comme un forcené. Une moyenne de 3,7, de bons résultats au SAT. Rien qui me ferait entrer à Harvard, mais assez solide, pour une bonne université d'État. J'ai postulé à 6 universités, j'ai été accepté dans 4. Mon premier choix était la meilleure université d'État, à environ 3 heures de route. Un bon programme d'ingénierie, des frais de scolarité raisonnables, et avec le fonds d'études, ce serait totalement gérable. Cette lettre d'admission est arrivée en mars. Une grosse enveloppe, avec tous les documents de bienvenue, les dates d'orientation, la totale. J'étais fou de joie. J'ai couru en bas, en l'agitant dans tous les sens, comme si j'avais gagné au loto. Maman était dans la cuisine. Papa lisait le journal. Je suis pris, ai-je presque crié. Acceptation totale, dans le programme d'ingénierie. Le visage de maman a fait cette grimace bizarre, comme si elle était heureuse, et terrifiée en même temps. Papa a posé son journal, lentement. C'est super, fils. Vraiment super. Sa voix ne correspondait pas à ses mots. Il parlait comme si quelqu'un venait de lui annoncer que son chien était mort. Donc, on est bon pour utiliser le fonds d'études, n'est-ce pas? J'ai regardé les chiffres. Et, avec ce que grand-mère et grand-père ont mis de côté, plus peut-être un petit prêt pour le logement, je devrais être totalement couvert. C'est là que le silence s'est abattu. Vous savez, ce genre de silence. Celui qui vous noue l'estomac, avant même que votre cerveau ne comprenne ce qui se passe. Maman s'est mise à pleurer, de vraies larmes. Sans avertissement. Papa s'est levé, s'est passé la main dans les cheveux, ce truc qu'il fait quand il est stressé, et s'est dirigé vers le comptoir. Il est resté là, le dos tourné, pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui n'a probablement duré que 30 secondes. Nous devons parler du fond, a-t-il fini par dire. Ma première pensée, curieusement, a été que la bourse s'était effondrée,
ou un truc du genre. Comme si, peut-être, l'argent avait perdu de sa valeur. Je ne pensais pas qu'il avait disparu. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit comme une possibilité. Il y a eu des dépenses familiales au fil des ans, a poursuivi papa. Il ne me regardait toujours pas. Des frais médicaux, des coûts de traitement. Des choses que l'assurance ne couvrait pas entièrement. D'accord, ai-je dit lentement. Alors, il reste combien? Encore un silence. Papa, il reste combien? Il s'est retourné, m'a regardé droit dans les yeux, et a dit, rien. Il a disparu. J'ai ri. J'ai sincèrement ri, parce que ça ne pouvait pas être vrai. 47 000 euros. C'était ma dernière estimation, basée sur les relevés que grand-mère m'avait montrés, des années auparavant. 47 briques, ça ne disparaît pas comme ça. Disparu où, ai-je demandé. Je ne comprenais toujours pas. Maman a essuyé ses yeux. Ton frère avait besoin d'aide. D'une vraie aide. Celle qui coûte cher. Et c'est là que j'ai fait le lien. Chaque pièce du puzzle s'est mise en place, comme le pire puzzle du monde. Les programmes de désintoxication, les frais médicaux, les moments où le fonds d'urgence familial a été vidé, au fil des ans. Ils avaient dépensé mon fonds d'études, pour les cures de Dylan. La totalité. À plusieurs reprises, apparemment. Car 47 000 euros, ça ne paie pas 5 programmes de traitement distincts. Vous avez dépensé l'argent de mes études, pour la désintox de Dylan? Je l'ai dit à voix haute, juste pour entendre comment ça sonnait. J'avais besoin de confirmer que c'était réellement en train d'arriver. Il en avait plus besoin que toi, a dit maman. Et je jure que c'est une citation exacte. Pas de nous n'avions pas le choix, ou nous sommes désolés, ou nous trouverons une solution. Juste, direct, il en avait plus besoin que toi. Je suis resté planté là, tenant ma lettre d'admission. Ce bout de papier, qui devait être le début de tout. Et je ne savais tout simplement pas quoi dire. Que répondez-vous à ça? Nous t'aiderons à trouver une solution, s'est empressé d'intervenir papa. L'université communautaire pendant 2 ans, puis tu fais un transfert. Tu es intelligent. Tu vas t'en sortir. Dylan ne pouvait pas s'en sortir sans aide. Toi, tu le peux. Elle était là. La logique de l'enfant roi, exposée au grand jour. Dylan a besoin d'aide, parce qu'il ne peut pas gérer sa vie. Tu n'as pas besoin d'aide, parce que tu sais gérer ta vie. Félicitations pour être fonctionnel. Voici ton prix, rien. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas crié. Je ne leur ai pas jeté la lettre d'admission à la figure, même si chaque muscle de mon corps en avait envie. J'ai juste hoché la tête. D'accord. D'accord. Maman avait presque l'air pleine d'espoir. Ouais, d'accord. Je vais me débrouiller. Je suis remonté dans ma chambre, j'ai fermé la porte, je me suis assis sur mon lit, et j'ai commencé à faire des calculs. Les frais de l'université communautaire, gérable avec un emploi à temps partiel. 2 ans à vivre à la maison, gratuit, mais destructeur pour le moral. Le transfert à l'université d'État, pour les 3e et 4e années. J'aurais besoin de prêts. Pour les livres, les fournitures, le transport, encore plus de prêts. Les frais de subsistance, une fois transférés, des prêts supplémentaires. J'allais probablement obtenir mon diplôme, avec 50 à 60 000 euros de dette. Pour un diplôme qui m'aurait coûté, peut-être, 10 000 euros de ma poche, si j'avais eu le fonds. Ce fonds qui avait littéralement été créé pour moi, à mon nom. Par des grands-parents, qui voulaient que j'aie une meilleure chance dans la vie, que. Ce soir-là, au dîner, car nous devions encore faire semblant que tout était normal, Dylan est apparu. Il vivait avec des amis, à l'autre bout de la ville. Il était soi-disant clean. Il avait bonne mine, en fait. Il avait l'air en bonne santé, et heureux. Maman a préparé son repas préféré. Papa lui a posé des questions, sur sa recherche d'emploi. Tout le monde agissait comme si nous étions une famille fonctionnelle, partageant un dîner normal du mardi. Pendant ce temps, moi, j'étais assis là, à calculer mentalement les taux d'intérêt de mes futurs prêts étudiants. Comment ça avance pour la fac, m'a demandé Dylan. Très décontracté, comme s'il en avait vraiment quelque chose à foutre, de ma fac. Bien, ai-je dit. J'ai été accepté dans mon premier choix. C'est génial, mec.
Maman et papa doivent être ravis. J'ai regardé maman, puis papa. Tous deux étaient soudainement, très intéressés par le contenu de leurs assiettes. Ouais, ai-je dit. Vraiment ravi. Dylan ne savait pas. Il ne lui avait pas dit qu'ils avaient dépensé mon argent. Probablement parce qu'il était défoncé, lors de la plupart de ses décisions. Et il ne voulait pas qu'il se sente coupable. On ne peut pas accabler le précieux enfant à problème, avec les conséquences de ses actes. J'ai déménagé, 2 semaines après l'obtention de mon diplôme du lycée. Je n'ai pas fait de sortie dramatique. J'ai juste trouvé discrètement une chambre à louer, près de l'université communautaire. J'ai fait mes valises, et je suis parti. Maman a pleuré. Papa avait l'air soulagé. Honnêtement, ça faisait une personne de moins, devant qui se sentir coupable. L'université communautaire, c'était correct. Pas super, juste correct. Les profs étaient inégaux. Les installations étaient vétustes, et l'ambiance générale était juste déprimante. Tout le monde là-bas avait une histoire. Des mères célibataires, essayant d'obtenir un diplôme tout en cumulant 2 emplois. Des personnes âgées, retournant à l'école après des licenciements. Des gamins comme moi, qui ne pouvaient pas se payer la vraie université. Nous essayions tous simplement, d'aller vers quelque chose de meilleur. Le bâtiment sentait le nettoyant industriel, et les rêves brisés. Des lumières fluorescentes, qui bourdonnaient constamment. Des bureaux gravés de graffitis, laissés par des étudiants qui avaient abandonné à mi-parcours. Des professeurs qui étaient, soit des gens incroyables essayant sincèrement d'aider, soit des personnes aigries, qui n'avaient pas pu trouver de poste dans de vraies universités. Pas de juste milieu. Je travaillais 30 heures par semaine dans un entrepôt, à charger des camions. L'équipe de nuit payait 2 € de plus de l'heure. J'allais en cours la journée, je dormais quelques heures l'après-midi. Puis, je travaillais de 22 heures à 4 heures du matin. Rincer, et recommencer. Ma vie sociale consistait à faire un signe de tête aux mêmes personnes, dans la salle de pause. Le travail à l'entrepôt était brutal. Déplacer des boîtes qui pesaient entre 10 et 40 kilos. Scanner les étiquettes. Les charger dans les camions, dans des ordres précis. En été, l'entrepôt atteignait facilement les 35 degrés. En hiver, il était à peine chauffé. J'avais constamment mal au dos. Mes mains étaient couvertes de coupures, et d'ecchymoses, à cause des bords tranchants des boîtes, et de l'équipement. Je rentrais chez moi à 4h30 du matin, je prenais une douche. Je dormais jusqu'à midi, puis je me traînais jusqu'à mes cours de l'après-midi. Je me suis fait exactement un ami, à l'université communautaire. Un gars nommé Steve. Il travaillait aussi à temps plein, il était aussi fauché que moi. Nous étudions ensemble à la bibliothèque, entre 2 services. Il étudiait pour être infirmier. Moi, je faisais mes prérequis pour l'ingénierie. Parfois, nous restions juste assis là en silence, trop fatigués pour vraiment étudier. Juste pour nous tenir compagnie, afin de ne pas nous endormir, et rater les cours. Steve a abandonné au bout d'1 an. Sa mère est tombée malade. Il a dû passer à temps plein à son travail, pour aider à payer les frais médicaux. Aux dernières nouvelles, il travaillait toujours dans des entrepôts. Il n'a jamais eu son diplôme. Ça aurait pu être moi. Ça aurait tellement pu être moi. J'ai effectué mon transfert au bout de 2 ans. J'ai été accepté dans la même université, qui m'avait admis à l'origine. À ce moment-là, j'avais économisé assez d'argent, pour couvrir un semestre de logement. Le reste a été financé par des prêts. Prêts fédéraux, prêts privés. Tout ce pourquoi je pouvais être approuvé. J'ai signé mon nom tellement de fois sur des documents de prêt, que ma signature est devenue un gribouillis illisible. La 3e année a été brutale. Les cours d'ingénierie ne sont pas exactement faciles, quand on fonctionne avec 5 heures de sommeil, et des nouilles instantanées. Je me suis fait des amis. Mais, ils vivaient tous l'expérience universitaire normale. Fête le week-end, programme d'études à l'étranger, voyage pendant les vacances de printemps. Moi, je travaillais pour la sécurité du campus le week-end, et je passais mes vacances à faire des heures supplémentaires, dans l'entrepôt de ma ville natale. Je ne rentrais jamais pour les fêtes. Je ne supportais pas de regarder maman et papa, faire semblant que tout allait bien. Pendant que Dylan passait d'un emploi à l'autre, et d'une copine à l'autre, en essayant vaguement de reprendre sa vie en main. Il m'appelait parfois, tu devrais venir nous voir.
Non, c'est bon. En dernière année, j'ai décroché un stage dans une entreprise de fabrication. Un stage rémunéré, c'était crucial. 12 € de l'heure. Et ils m'ont assez apprécié, pour m'offrir un poste à temps plein après l'obtention de mon diplôme. Ce n'était pas un travail d'ingénieur débutant prestigieux. Mais c'était un vrai travail, avec des avantages sociaux, et un salaire. J'ai obtenu mon diplôme en mai. En août, je travaillais à temps plein. Mon salaire de départ était de 48 000 €. Pas incroyable. Mais, après des années à galérer, j'avais l'impression d'avoir gagné au loto. J'avais mon propre appartement, je pouvais faire mes courses sans vérifier mon compte en banque, et j'avais enfin une assurance maladie. Le remboursement du prêt étudiant a commencé 6 mois plus tard. 540 € par mois, pendant 10 ans. Ça fait 65 000 € au total, quand on inclut les intérêts. 65 000 €. Parce que mes parents avaient décidé que la 5e tentative de leur fils aîné pour décrocher était plus importante que mon éducation. J'ai payé chaque mois à l'heure. Je n'en ai jamais manqué un seul. Je faisais des paiements supplémentaires, quand je le pouvais. C'est devenu une obsession. Chaque mois, je transférais l'argent, en me disant que cette dépense ne devrait pas exister. Cette dette aurait pu être totalement évitée. Mais bon, c'était comme ça. Les années ont passé. J'ai été promu. J'ai rencontré une fille nommée Sarah, au mariage d'un ami. L'un des rares amis de l'université, avec qui j'étais resté en contact. Elle était chef de projet, dans une entreprise de construction. Intelligente, drôle. Elle gérait bien sa vie. Le courant est tout de suite passé entre nous. Au deuxième rendez-vous, elle m'a posé des questions sur ma famille. Je lui ai donné la version courte. Nous ne sommes pas proches. Ils ont fait des choix avec lesquels je n'étais pas d'accord. Nous ne nous parlons pas vraiment. Elle n'a pas insisté. C'est ce que j'aimais chez elle. Elle comprenait que certaines familles sont juste brisées, de manières irréparables. Et que c'est ok. On construit sa propre vie. Nous nous sommes fiancés au bout d'1 an. Mariés 6 mois plus tard. Un petit mariage. Sa famille, nos amis. Mon oncle Rick, qui avait toujours été sympa avec moi. Maman et papa ont reçu une invitation, car Sarah pensait que c'était la bonne chose à faire. Ils sont venus, se sont assis au fond. Ils sont partis avant la réception, et n'ont pas apporté de cadeaux. Dylan n'était pas invité. J'avais entendu dire par des bruits de couloir, qu'il était encore en désintox. La 7e ou 8e fois à ce stade. J'ai arrêté de compter. Sarah et moi avons acheté une maison, quand j'avais 29 ans. Rien d'extravagant. Juste un 3 chambres, dans un quartier correct. Mais c'était à nous. Nous avions tous les deux épargné agressivement, en gardant nos dépenses basses. Et quand le bon endroit s'est présenté, nous avons sauté sur l'occasion. Le jour de la signature, je me souviens être resté dans le salon vide, en pensant à la façon dont j'y étais parvenu. Malgré tout. Malgré un départ avec 60 000 € de déficit, j'en étais arrivé là. J'ai remboursé le dernier prêt étudiant, 3 mois avant mon 30e anniversaire. J'ai effectué le dernier paiement en ligne. J'ai cliqué sur soumettre, et j'ai regardé le solde passer à 0. Sarah m'a fait un gâteau. Nous avons fait la fête, comme des gens normaux fêteraient une victoire au loto. Car pour moi, c'est l'effet que ça faisait. Être libéré d'une dette, qui n'aurait jamais dû exister. 2 semaines plus tard, papa a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Nous nous parlions peut-être 2 fois par an. Généralement autour des grandes fêtes. Et ces conversations duraient environ 5 minutes, faites de bavardages gênants. Avant que nous ne trouvions tous les deux des excuses, pour raccrocher. Mais j'ai répondu. Salut, fils, comment vas-tu? Bien. Et toi? On fait aller. Écoute, je dois te parler de quelque chose. À propos de Dylan. Bien sûr. Pourquoi d'autres auraient-ils appelé? Il ne va pas bien. Vraiment pas bien, cette fois. Il consomme de la drogue dure, depuis environ 6 mois. Nous avons tout essayé. Les programmes ambulatoires, les groupes de soutien. Rien ne fonctionne. Il a besoin d'une vraie aide. D'accord, ai-je dit, parce que dire d'autre? Il existe un établissement résidentiel de longue durée.
Un programme très bien noté, sur 12 mois. Un soutien médical et psychologique complet. C'est sa meilleure chance. Ça y est. La demande arrive. Ça coûte 35 000 €. Et voilà, elle est là. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai juste éclaté de rire, franchement, dans le téléphone. Ce n'est pas drôle. La voix de papa s'est durcie. Ton frère pourrait mourir. C'est une question de vie ou de mort. Où était cette urgence, quand vous avez dépensé mon fonds d'études? Les mots sont sortis, avant que je ne puisse les arrêter. Pas avec de la colère. Juste des faits. Où était cette inquiétude concernant la vie ou la mort, quand vous avez pris les 47 000 € que mes grands-parents avaient mis de côté pour mon avenir, et que vous les avez jetés par les fenêtres, pour la cure numéro 5? Silence à l'autre bout du fil. C'était différent, a-t-il commencé. En quoi? En quoi c'était différent? J'avais 18 ans, avec une lettre d'admission, des rêves et un avenir. Et tu l'as choisi, lui, 5 fois de suite. Tu l'as choisi, lui. Maintenant, il a 33 ans. Vous le choisissez encore, et vous voulez que je fasse quoi? Que je rejoigne le club? Tu t'en es bien sorti. Je m'en suis bien sorti? J'ai dû rire à nouveau. Papa, j'ai travaillé de nuit, à charger des camions, tout en allant à l'école à temps plein. J'ai obtenu mon diplôme, avec 60 000 € de dette. J'ai passé toute ma vingtaine à rembourser des prêts, pour une éducation qui aurait dû être financée, en grande partie, par l'argent qui avait été littéralement économisé pour moi. À mon nom. Par grand-mère et grand-père, qui voulaient que j'aie ma chance. Tu veux savoir ce qui s'en est bien sorti? Mon score de crédit. Parce que je n'ai jamais manqué un paiement. Même quand j'avais 40 € sur mon compte. Et qu'il restait une semaine avant la paie. Mais moi? Je ne m'en suis pas bien sorti. Je m'en suis sorti, malgré vous. Nous avons fait de notre mieux. Votre mieux, ça a été de dépenser mon fonds d'études, sans même m'en parler. Jusqu'à ce que je tienne une lettre d'admission dans mes mains. Votre mieux, ça a été de rater ma remise de diplôme du collège, parce que vous étiez à la semaine des familles, pour la 2e cure de Dylan. Votre mieux. Ça a été de dire à un gamin de 18 ans, de se débrouiller, parce que son frère avait plus besoin d'argent que lui. C'était ça, votre mieux. Silence, à nouveau. Je pouvais l'entendre respirer. Des respirations lourdes. Comme s'il essayait de ne pas pleurer, ou peut-être d'essayer de ne pas crier. Difficile à dire avec papa. Nous te rembourserons, a fini par dire papa, plus doucement cette fois. J'ai ri encore plus fort. Avec quel argent, papa? La maison que vous avez réhypothéquée pour sa dernière cure? La retraite de maman, que vous avez encaissée pour celle d'avant? Vos économies, qui n'existent plus depuis que je suis au lycée? Avec quoi allez-vous me rembourser? Exactement? De bonnes intentions? Parce que ça ne paie pas les factures. Nous sommes une famille, a-t-il essayé. La famille est de la famille. La famille investit dans la famille. La famille protège la famille. La famille ne sacrifie pas l'avenir d'un enfant, pour offrir une 5e, 2e chance à un autre enfant. Où était-ce la 6e? Honnêtement, j'ai perdu le compte. Mais voici de quoi je n'ai pas perdu le compte. Le nombre de fois où tu m'as demandé de l'argent. 0. Jusqu'à maintenant. Parce que tu ne m'as jamais posé de questions sur ma vie. Tu n'as jamais demandé si j'allais bien. Jamais demandé si j'avais besoin d'aide. Tu as juste supposé que je me débrouillerais. Et je l'ai fait. Mais maintenant que vous avez besoin de quelque chose. Soudain, je suis important. Soudain, je fais partie de la famille. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est ton frère. Et j'étais ton fils. J'avais 18 ans. Je tenais une lettre d'admission. Et tu m'as regardé dans les yeux, pour me dire qu'il n'y avait plus rien. Pas de nous sommes désolés. Pas de nous allons trouver une solution ensemble. Juste, il en a plus besoin que toi. Alors? Je me suis débrouillé tout seul. J'ai travaillé à temps plein pendant l'université communautaire. J'ai été transféré avec 60 000 € de dette. J'ai payé chaque mois, pendant les 7 dernières années.
Je viens de faire mon dernier versement, il y a 3 semaines. 65 000 € au total. Avec les intérêts. Alors, non, papa. Je ne te donnerai pas 35 000 €. Il va mourir sans aide, a dit papa, et sa voix s'est brisée. Et le truc, c'est qu'il n'avait probablement pas tort. Dylan allait probablement mourir, sans aide. Le taux de réussite des traitements diminue, avec chaque tentative ratée. À la 7e, ou 8e tentative, ou peu importe où il en était maintenant, les chances étaient minces. Alors il mourra, ai-je dit. Et je le pensais. Je ne suis pas insensible. Je suis réaliste. Vous l'encouragez depuis 15 ans. Vous vous êtes ruiné, en essayant de sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Et à chaque fois, il rechute. Un mois, après cette 5e cure. Celle que tu as payée avec mon avenir, il a recommencé à consommer un mois plus tard. Cette fois, c'est différent. Ce n'est jamais différent, papa. C'est le même cycle. Traitement, sobriété, rechute, on recommence. Et vous continuez à alimenter ce cycle, parce que vous ne pouvez pas accepter, que peut-être, certaines personnes sont juste brisées, de manière irréparable. Mais, je ne te donnerai pas mon argent. Je ne te donnerai pas mes économies. Je n'hypothéquerai pas mon avenir, pour réparer son passé. J'ai déjà fait ça. Pendant des années. À vivre dans cette maison, à vous regarder tout lui donner. Alors qu'on attendait juste de moi, que je me gère tout seul. Eh bien, je me suis géré. Et maintenant, je gère ma propre vie. Et cela n'inclut pas de financer la prochaine porte-tambour de Dylan, vers la désintox. J'ai raccroché. Il a rappelé 2 fois. Je n'ai pas répondu. 3 heures plus tard, maman a appelé. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Elle a laissé un message, en pleurant, bien sûr. S'il te plaît, rappelle-nous. Cette fois, c'est différent. C'est une question de vie ou de mort. Ton frère a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît. Je l'ai supprimé. Au cours de la semaine suivante, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des SMS de papa, des messages vocaux de maman. Même Dylan a appelé une fois. C'était osé. Il a laissé ce message décousu. Il disait qu'il était désolé d'avoir tout foiré, qu'il avait juste besoin d'une dernière chance, et qu'il me rembourserait d'une manière ou d'une autre. J'ai bloqué tous leurs numéros. Puis, ils ont été malins. Ils ont commencé à appeler avec les téléphones d'autres personnes. Une cousine, à qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans, a soudainement appelé, pour prendre de mes nouvelles. Puis, d'un ton désinvolte, elle a mentionné qu'elle avait entendu dire que Dylan avait des problèmes, et n'était-ce pas triste, que la famille ait parfois besoin de soutien. Je lui ai dit sans détour, mes parents t'ont-ils demandé de m'appeler? Elle a hésité. Ils ont mentionné que tu pourrais peut-être aider. Je n'aide pas. Ils ont dépensé mon fonds d'études, pour la désintox de Dylan. 47 000 € que mes grands-parents avaient économisés pour moi. Disparu. J'ai obtenu mon diplôme avec 60 000 € de dette, à cause de leur choix. Je viens tout juste de les rembourser. Alors? Non. Je ne leur donne pas 35 briques pour la 8e ou 9e cure, ou quel que soit le numéro auquel nous en sommes. Mais, merci d'avoir appelé. J'ai raccroché. Et je l'ai bloqué, elle aussi. D'autres proches ont appelé dans les jours qui ont suivi. Mon oncle Rick, celui que j'aimais bien, a appelé pour dire qu'il avait entendu ce qui s'était passé. Il pensait que je devais savoir, que les gens parlaient. Apparemment, maman et papa avaient adopté le mode victime absolu, auprès de la famille élargie. Ils me dépeignaient comme ce fils au cœur de pierre, qui refusait d'aider à sauver son frère mourant. Que disent-ils, exactement, ai-je demandé à Rick. Que Dylan est en crise. Qu'il y a un programme de traitement qui pourrait lui sauver la vie. Que tu as l'argent, mais que tu refuses d'aider. Ta mère dit à tout le monde que tu gagnes un salaire à 6 chiffres. C'est vrai, au fait? Est-ce que ça a de l'importance? Pas vraiment. Mais ils font croire que tu roules sur l'or, et que tu es juste rancunier. Je ne roule pas sur l'or. Je gagne bien ma vie. Je possède une maison, parce que Sarah et moi avons économisé pendant des années. Je viens juste de finir de rembourser mes prêts étudiants.
Des prêts qui existent, parce qu'ils ont dépensé mon fonds d'études. Pour Dylan. Mais rien de tout cela n'a d'importance. Parce que ce n'est pas leur argent. C'est le mien. Je l'ai gagné, et je ne le leur donnerai pas. Je ne dis pas que tu devrais le faire, a dit Rick. Je te préviens juste que ça va devenir moche. Il avait raison. 2 jours plus tard, ma tante Jennifer a appelé. Puis mon cousin Tommy. Puis une autre tante, dont je me souvenais à peine du prénom. Tous avec des variantes du même discours. Nous nous inquiétons pour Dylan. Nous avons entendu dire que tu réussissais bien. La famille est de la famille. Qu'est-ce que 35 000 € pour toi? C'est sa vie. J'en ai eu marre, de m'expliquer individuellement. Alors, j'ai fait quelque chose, à quoi je pensais depuis des jours. J'ai rédigé un email. Un email long, détaillé, et organisé chronologiquement. J'ai commencé par la création du fonds d'études, par mes grands-parents. J'ai dressé la liste de chaque cure de désintox, avec les dates. Chaque rechute avec la chronologie. Chaque euro dépensé par mes parents, ou du moins, ce que j'ai pu vérifier au fil des conversations, au cours des années. 47 000 € sur mon fonds d'études. 20 000 de plus sur la cure numéro 3. 15 000 sur la numéro 4. Une ligne de crédit sur la maison, pour la numéro 6. J'ai joint l'historique de mes remboursements de prêts étudiants, 7 ans de paiement mensuel à 540 €. J'ai joint ma confirmation de remboursement final, datant d'il y a 3 semaines. J'ai rédigé un récapitulatif détaillé, expliquant comment j'avais travaillé à temps plein pendant l'université communautaire. Comment j'avais été transféré avec une dette massive, et comment j'avais passé toute ma vingtaine à payer pour une éducation, qui aurait dû être couverte en grande partie par de l'argent spécifiquement économisé pour moi. J'ai aussi ajouté des captures d'écran. Des relevés bancaires, montrant les paiements de mes prêts. D'anciens emails, du bureau d'aide financière. J'ai même trouvé une photo de cette lettre d'admission, d'il y a 12 ans. Je l'avais prise en photo avant que tout ne parte en vrille. À l'époque où je pensais que c'était le début de quelque chose de bien. J'ai inclus une chronologie. 16 ans, première cure de Dylan, 12 000 €. 17 ans, deuxième cure de Dylan, 15 000 €. 18 ans, troisième cure de Dylan, utilisant mon fonds d'études, 47 000 €. De 18 à 20 ans, moi travaillant de nuit à l'entrepôt, tout en fréquentant l'université communautaire. 19 ans, quatrième cure de Dylan, 18 000 € grâce à une hypothèque sur la maison. De 20 à 22 ans, moi à l'université d'État, 60 000 € de prêts étudiants. 23 ans, cinquième cure de Dylan, 22 000 €, les parents réhypothèquent la maison. De 23 à 30 ans, moi effectuant des paiements de 540 € par mois pour mon prêt. 28 ans, sixième cure de Dylan, 15 000 €, maman encaisse sa retraite. 30 ans, septième cure de Dylan, 35 000 € demandés, et refusés. J'ai terminé par ceci, on me dit que la famille est de la famille. Je suis d'accord. C'est pourquoi je ne comprends pas, où était ma famille, quand j'avais 18 ans. Quand je venais d'apprendre que mon avenir avait été vendu. Pour la 5e tentative ratée de mon frère d'être sobre. On me dit que 35 000 €, ce n'est rien, comparé à une vie. Je suis d'accord. C'est pourquoi je ne comprends pas, pourquoi mes parents n'ont pas estimé que mon éducation, et mon avenir, valait la peine d'être protégé. Dylan a été en traitement 7 fois. Il a rechuté après chaque tentative. Je ne dis pas cela pour être cruel. Je dis cela, parce qu'à un moment donné, il faut accepter que certaines personnes ne peuvent pas être sauvées. Surtout, quand elles ne veulent pas être sauvées. Mes parents ont dépensé plus de 100 000 € pour essayer. Ils se sont ruinés. Ils ont détruit leur retraite, ont réhypothéqué leur maison. Et nous revoilà. Avec la même demande. Je ne leur donnerai pas 35 000 €. Pas par méchanceté. Pas par colère. Mais parce que j'ai appris il y a longtemps, que l'on ne peut pas sauver les gens, qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Et je refuse de m'immoler par le feu. Pour garder quelqu'un d'autre au chaud. Surtout, quand il n'utilisera cette chaleur, que pour rechuter à nouveau dans 6 mois. Si l'un de vous souhaite contribuer au traitement de Dylan, j'ai fait le calcul. 35 000 divisé par notre famille élargie, d'environ 15 adultes. Cela fait à peu près 2 300 € chacun. J'attends ici,
pendant que vous envoyez tous vos chèques. Je l'ai envoyé à tout le monde. Chaque tante, oncle, cousin qui avait appelé. J'ai mis mes parents en copie, j'ai cliqué sur envoyer, et j'ai fermé mon ordinateur portable. La réponse a été immédiate. Mon téléphone a explosé de SMS. Certaines personnes étaient en colère. D'autres étaient compatissantes. La plupart sont restées silencieuses. Tante Jennifer, comment oses-tu déballer les affaires de famille de la sorte? Cousin Tommy, c'est entre toi et tes parents. Tante Lisa, ton frère se meurt, et tu es mesquin. Oncle Rick, eh bah, putain. Mais pas une seule personne. Pas une seule, n'a proposé de contribuer financièrement. Grosse surprise. Ma mère a envoyé un seul texto. Tu as brisé le cœur de ton père. J'ai répondu, il a brisé le mien, il y a 12 ans. Je n'ai simplement pas envoyé un email de groupe, à ce sujet. Je l'ai bloqué. Oncle Rick a appelé le lendemain. Cet email était dur. Était-il inexact? Non. Alors, ce n'était pas dur. C'était honnête. Ces gens m'ont appelé, pour me dire que je devais aider à sauver mon frère. Pas un seul n'a proposé de participer. Ils voulaient juste que je sois la solution. Eh bien, je ne le suis pas. J'en ai fini. D'être la solution à des problèmes que je n'ai pas créés. Tes parents sont très contrariés. Mes parents sont contrariés depuis 30 ans. Ils survivront. Au cours du mois suivant, les appels se sont espacés. Mes parents ont arrêté d'essayer. La famille élargie est devenue silencieuse. J'ai repris le cours de ma vie. Le travail, la maison, Sarah, la planification de vacances que nous repoussions depuis longtemps. Puis, 9 mois plus tard, j'ai reçu un appel de l'oncle Rick. Dylan avait fait une overdose. Il avait été retrouvé dans son appartement, par son propriétaire, après que des voisins se soient plaints de l'odeur. Il était mort depuis probablement 3 jours, avant que quiconque ne le remarque. Je suis désolé, a dit Rick. Ouais. Les funérailles sont samedi. Tes parents veulent savoir si tu viendras. Non. Ils veulent vraiment que tu sois là. Ils sont dévastés. Je suis sûr qu'ils le sont. Mais je ne peux pas pleurer une relation, qui s'est terminée il y a 12 ans. J'ai fait le deuil de cette famille quand j'avais 18 ans. Planté dans ma cuisine, tenant une lettre d'admission. Pendant que ma mère me disait que mon frère avait plus besoin de mon avenir que moi. C'est juste la conclusion que tout le monde avait vu venir. C'est nul, mais c'était inévitable. C'est vraiment froid, mec. L'est-ce vraiment? Ou est-ce juste réaliste? Dylan avait 33 ans. Il consommait depuis l'âge de 16 ans. Il était passé par 8 programmes de traitement. Il avait déjà fait des overdoses avant, 2 fois. À ma connaissance. C'était toujours comme ça que ça allait se terminer. Et je ne vais pas rester dans un funérarium, et faire semblant d'être surpris, ou d'avoir le cœur brisé. Alors que tout le monde, absolument tout le monde, voyait ça venir depuis plus d'une décennie. C'était ton frère. Il l'était, au passé. Et c'est triste. Mais je ne peux pas réparer la mort, pas plus que je ne pouvais réparer la toxicomanie. Mes parents ont essayé de faire ça. Ils ont dépensé tout ce qu'ils avaient pour essayer. Ça n'a pas marché. Ma présence à ces funérailles ne changera rien. À part mettre tout le monde mal à l'aise. Je n'y suis pas allé. Sarah a demandé si j'étais sûr. Je l'étais. Elle a proposé de m'accompagner, pour me soutenir, si je changeais d'avis. J'ai apprécié l'intention, mais c'était non. Le jour des funérailles, nous sommes allés faire de la randonnée, à la place. Nous avons passé l'après-midi dans les bois. Téléphones éteints. Juste à marcher. Je sentais que c'était juste. Dylan aurait détesté la randonnée. Il se serait plaint tout le temps, des insectes, de la boue, et de l'absence de réseau. Mais moi, j'aimais ça. Je trouvais ça paisible. Je suis rentré chez moi, et j'ai trouvé 17 appels manqués. Des messages vocaux de mes 2 parents. De divers membres de la famille. Tous disaient la même chose. Comment osais-je ne pas me présenter? Quel manque de cœur. Quelle cruauté. Comment j'allais le regretter. Un message vocal de mon père, ta mère est dévastée. Ton frère est mort,
et tu n'as même pas pu te montrer pendant 2 heures. Quel genre de personne fait ça? Un de maman, je ne te pardonnerai jamais ça. Jamais. Un de tante Jennifer, tu es mort pour cette famille. Je les ai tous supprimés. J'ai bloqué quelques numéros supplémentaires. Et j'ai continué ma vie. Le truc, c'est qu'ils me voulaient à ses funérailles pour eux, pas pour Dylan. Dylan n'en avait plus rien à faire. Mais eux, ils voulaient l'apparence d'une famille unie. Ils voulaient montrer à tout le monde que, malgré tout, nous nous serrions encore les coudes dans la tragédie. Ils voulaient que je joue le rôle du frère endeuillé. Pour qu'ils puissent jouer le rôle des parents endeuillés, avec leurs 2 fils présents. J'ai refusé de servir d'accessoire, dans leur représentation. Sarah m'a demandé, une dernière fois, si j'allais bien. J'allais bien, sincèrement. J'avais fait mon deuil, des années auparavant. Ceci n'était que la fin administrative d'une chose, qui était morte il y a longtemps. Des semaines ont passé, puis des mois. Les appels ont complètement cessé. Apparemment, le commentaire de tante Jennifer, disant que j'étais mort pour cette famille, faisait l'unanimité. Ça m'allait très bien. J'avais été fonctionnellement mort pour eux toute ma vie, de toute façon. Ça rendait juste la chose officielle. La vie a continué. J'ai eu une promotion au travail. Sarah et moi avons commencé à parler d'enfants. Des projets d'avenir normaux, que font les gens normaux? Quand ils ne sont pas constamment en train de gérer la crise de quelqu'un d'autre. Environ 6 mois après la mort de Dylan, j'ai reçu un texto de mon père. C'était court. Tu avais raison sur toute la ligne. Nous avons échoué avec toi. Nous avons échoué avec Dylan. Nous avons échoué en tant que parents. Ta mère ne l'admettra pas, mais je ne peux plus me mentir à moi-même. Nous avons dépensé ton avenir. En essayant de sauver ton frère. Et nous vous avons perdus tous les deux. Quand même. Je suis désolé. Je sais que ça ne veut plus rien dire maintenant. Mais j'avais besoin de le dire. Je ne m'attends pas à ce que tu nous pardonnes. Je ne sais même pas si je nous pardonne. Mais tu méritais mieux. Tu méritais des parents, qui protègent ton avenir aussi farouchement. Que nous avons essayé de sauver la vie de ton frère. Nous n'avons tout simplement pas su faire les deux. Et nous avons fait le mauvais choix. Je suis désolé. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai rien ressenti. Aucune satisfaction, aucune colère, aucune tristesse. Juste, rien. Je l'ai montré à Sarah. Qu'est-ce que tu en penses? Elle l'a lu. Est-ce que ça change quelque chose? Non. Alors, ça n'a pas d'importance. Elle avait raison. Ça n'avait pas d'importance. Des excuses avec 12 ans de retard, n'effacent pas 12 ans de dégâts. Ça ne rembourse pas les intérêts des prêts étudiants. Ça ne me rend pas les années de ma vingtaine, que j'ai passées à travailler, au lieu de vivre. Ça ne ressuscite pas une relation, morte quand j'avais 18 ans. Je n'ai pas répondu. Qu'est-ce que je pourrais bien dire? Merci pour les excuses, désolé qu'elles s'accompagnent d'un cadavre. Il n'y avait rien à dire. La conversation était terminée depuis des années. Ce n'était que l'épilogue, que personne n'avait demandé. Voici ce que personne ne vous dit, sur le fait d'être le bon enfant, qui est sacrifié au profit de l'enfant à problème. Vous ne devez rien à personne. Pas à vos parents, qui ont fait de mauvais choix. Pas à vos frères et sœurs, qui n'ont pas su reprendre leur vie en main. Pas à la famille élargie, qui a soudainement des opinions, quand elle sent l'odeur de l'argent. Vous ne leur devez pas vos économies. Vous ne leur devez pas votre avenir. Vous ne leur devez pas votre présence, à des cérémonies de deuil théâtral. Vous ne leur devez surtout pas la charge émotionnelle, de faire semblant d'être une grande famille heureuse. Alors qu'ils vous ont traité comme un plan B, toute votre vie. Les gens parlent de la famille, comme si c'était ce lien sacré, qui surpasse tout le reste. Comme si les liens du sang, signifiaient automatiquement loyauté, soutien, amour inconditionnel. Mais ce sont des conneries. Le sang signifie juste que vous partagez de l'ADN. La famille, c'est ce que vous construisez, avec des personnes qui sont vraiment là pour vous. Mes parents étaient là pour Dylan, à chaque fois. À travers cette cure de désintoxication. D'innombrables rechutes. Des années de chaos. Ils étaient là avec de l'argent, du temps, du soutien émotionnel. Des deuxièmes chances.
Des troisièmes chances. Des 15e chances. Ils n'étaient pas là pour moi. Pas quand j'ai eu besoin d'aide, pour mes inscriptions à la fac. Pas quand je travaillais de nuit, et survivais à peine. Pas quand j'ai obtenu mon diplôme. Pas quand je me suis marié. Ils étaient parfois là physiquement. Mais ils n'étaient pas présents. Ils faisaient juste acte de présence, pendant que leur véritable attention restait fixée sur Dylan. C'est leur choix. Ils ont choisi comment répartir leurs ressources. Et moi, je choisis la manière de répartir les miennes.